Bonsoir à tous, il est 23 heures. Voyons ensemble les titres de ce journal. Fin de la visite d'État de 4 jours dans le Moronou, exceptionnelle et impressionnante. Elle aura permis au président Alassane Ouattara de toucher du doigt le quotidien et les réalités des populations. Dans cette édition, le reportage bilan de Kader Sogodogo. Signature d'un protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et la FAO. Là-dessus, le gouvernement s'engage à atténuer les risques et les impacts des maladies animales transfrontalières, en l'occurrence celle de la fièvre afteuse, une maladie qui engendre des pertes énormes. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, à l'issue de 3 jours de discussion, la charte de transition a été présentée samedi soir à Bamako, au Mali. Une charte d'ores et déjà rejetée par le M5, le mouvement du 5 juin, qui a mené la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà pour les titres. Merci de suivre RTI 1. Du 9 au 12 septembre, le président Alassane Ouattara était en visite d'État dans la région du Moronou. Ce fut un moment très attendu par la population parce que source de développement. À l'heure où s'achève cette visite d'État, quel bilan peut-on tirer? Les attentes des populations ont-elles été prises en compte? Retour sur ces 4 jours passés dans le Moronou avec le bilan dressé par Kader Sogodogo. L'hélicoptère qui s'élève dans le ciel de Bongouanou a à son bord le couple présidentiel. Alassane Ouattara quitte ainsi le Moronou après 4 jours de visite d'État. Sa venue était très attendue par les populations. Elles le savent. Une visite d'État permet à la région d'accueil de bénéficier d'une attention particulière des gouvernants. Routes, électrification, adduction en eau potable et bien d'autres infrastructures de développement. Le chef de l'État s'est déplacé personnellement dans plusieurs localités du Moronou pour des mises sous tension électrique, pour ouvrir des vannes qui consacrent l'adduction en eau potable. Le déficit du Grand Bongouanou a d'ailleurs été définitivement corrigé. Qu'en pensent les fils du terroir? Leurs attentes ont-elles été prises en compte? J'ai dit merci au président de la République parce que son arrivée nous a été très salutaire, parce que toute la région de Moronou, les 3 départements vraiment ont été vraiment bien entretenus par le président de la République. Il se trouve que tout ce qui est infrastructure, tout a été mis en marche. Et pour relier le chef-lieu de région qui est Bongouanou, les 2 autres départements, toutes les voiries ont été faites et ont été bitumées. Et au niveau de l'eau, tout a commencé à être mis en place. Tous les autres villages dans mon département et aussi dans les autres départements, nous sommes servis à près de 87%. Nous sommes dans le Moronou qui n'a jamais eu de visite d'État. Et avant l'arrivée du président, pendant son arrivée après, nous voyons déjà les retombées. Au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'eau, au niveau de l'électrification, au niveau des écoles, au niveau psychologique et social. Donc ces instants sont des instants de communion qui doivent se répéter ad vitam, ad aeternam. Le président, c'est vraiment un messie pour la Côte d'Ivoire. On continue avec lui, on continue avec le président, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Une visite d'État génère des retombées économiques. Hôteliers, gérants de restaurants et maquis ont-ils fait fortune? Le maquis a bien marché. Franchement, depuis 3 jours, ça fait 3 jours même, je ne dors pas. Nos hôtels ne fonctionnent pas comme dans les autres secteurs, dans les autres villes. Ici, de temps à autre, pour rire, on s'appelle croque-mort ou bien Ivocep, parce que c'est quand il y a les décès que nous avons de l'affluence. Quand le corona est venu, on est descendu à 6 mètres sous terre. On a dû fermer, il a dû libérer tous les employés. Et puis, il y a eu, je dirais, cette manne qui nous est tombée là-dessus, c'est-à-dire notamment la visite d'État. Et là, franchement, on a ressenti quand même notre hôtel sortir de son trou. Au total, le chef de l'État s'est rendu à Ara, Mbato, Bongouanou et de nombreux villages du Moronou. C'est pas faux de le dire. Les retombées pour le Moronou placent la région sur la route du développement. Il y a ce qui a été fait, mais aussi des engagements ont été pris par le président de la République. Pour l'heure, pourquoi ne pas célébrer cet espoir nouveau pour le Moronou?
En marge de la visite d'État du président de la République dans le Moronou, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a offert du matériel à 4 communes de la région. À travers ce don, Désiré Ouloto veut leur donner les moyens de rendre propre leur cadre de vie. On en parle avec Herman Niamia. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité veut des communes ivoiriennes régulièrement débarrassées des ordures. Pour réussir ce pari, elle dote les différentes communes de matériel de salubrité. Présente dans le Moronou, pour la visite d'État du président de la République, elle vient de faire don de plusieurs matériels de salubrité aux communes de Bongwanou, Mbato, Tiemilekro et Almamba. Nous sommes sincèrement heureux et vous pouvez l'imaginer. Il y a longtemps que nous attendons ces matériels pour pouvoir enlever nos ordures, pour que nos villes, sinon la ville de Bongwanou, soit propre. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Ce matériel d'une valeur de plus de 238 millions de francs CFA comprend des tracteurs, des tricycles, des débroussailleuses, des cache-nez, des bottes, des poubelles, des machettes, des fourches et des sacs poubelles. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à s'impliquer dans la salubrité de leurs différentes communes. Je voudrais rappeler aux populations et aux maires présents ici que la propreté, c'est l'affaire de tous. Le maire seul ne peut y arriver. Le président du conseil régional seul ne peut y arriver. C'est ensemble, avec toutes les populations qui produisent les déchets, mais qui devraient également avoir de bons gestes pour éviter d'avoir des caniveaux pleins de déchets, pour éviter d'avoir des rues sales. Au cours de cette cérémonie de remise du matériel de salubrité, Désiré Ouloto avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, le ministre des Sports, Claude Dao-Paulin, et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo. Avant de poursuivre ce journal, je vous donne à présent lecture de ce communiqué. M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, convie à une rencontre avec M. le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le lundi 14 septembre 2020 à 10h au Palais de la Culture de Trècheville. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, les fédérations de jeunesse, les jeunesses des partis politiques RHDP, FPI, PDCI, EDS et COGEP, les mouvements et associations de jeunesse proches du RHDP et les partis de l'opposition, les fêtières et organisations de jeunesse estudiantine et scolaire, les organisations de jeunesse de la société civile. Signé Diomandé Lassiné. Autre chose à présent, le magazine du dimanche recevait aujourd'hui le directeur de l'informatique de la Direction générale des impôts. Avec Hamza Diaby, Mafemori Kanaté est revenu sur l'importance des téléprocédures à la DGI, notamment la politique de digitalisation des services de l'administration fiscale. On l'écoute. Les enjeux de la digitalisation à la Direction générale des impôts sont déclinés principalement sur 3 axes. Bien sûr, d'abord en priorité le contribuable client, ensuite la Direction générale des impôts elle-même, et bien sûr l'État de Côte d'Ivoire. Et au niveau du contribuable client, il s'agit surtout de simplifier et faciliter l'impôt. Comme on le dit, payer l'impôt en un clic et avec le sourire. Bien sûr, l'un des enjeux au niveau du contribuable, c'est de disposer d'outils très simples d'utilisation et rapides. Et bien sûr, cela permet de réaliser des grandes réductions de coûts au niveau de la gestion et des coûts d'administration de l'impôt. Et bien sûr, tout cela sécurise l'ensemble des échanges du contribuable et de la DGI. Et sécurise bien sûr les deniers publics et les deniers privés. Ensuite, au niveau de la Direction générale des impôts, deuxième axe donc, il s'agit surtout au niveau des services, de pouvoir rationaliser et de pouvoir standardiser les procédures. Les procédures qui doivent s'appliquer, quel que soit le contribuable qui se présente, à nos services. Oui. Et bien sûr... L'État de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire... Qu'est-ce qu'on gagne? On y gagne, bien sûr, la rapidité et la précision de la mobilisation des ressources financières en temps réel.
Abidjan accueillait il y a 72 heures la 3e réunion du comité national aviseur, un comité chargé du contrôle des programmes partenaires municipaux pour l'innovation en développement économique local. Ce programme financé par le Canada à destination des populations locales a mis en œuvre plusieurs projets dans les communes pilotes de Korogo et de Ferké. Il s'agissait pour les partenaires de faire le point de leurs activités dans le contexte mondial de la Covid-19 à la fin du programme prévu en décembre 2021. On en parle avec Franck Quadio. 3e réunion du comité national chargé du contrôle du programme partenaires municipaux pour l'innovation en développement économique local. Après les réunions de 2018 et 2019, ce programme financé par le Canada vient en aide aux municipalités par le développement des projets locaux. Il a débuté en 2015 et cette réunion vise à en faire l'évaluation dans un contexte mondial miné par la Covid-19. Il y a 3 niveaux de financement, le fonds d'innovation locale, le fonds d'innovation pour les milieux propices et puis un soutien au renforcement des capacités. Ces 3 fonds sont mis à la disposition de l'UVICOSI qui encadre la gestion de ces fonds au niveau des collectivités. Et l'UVICOSI est chargé d'apporter l'appui technique. Donc c'est ce que nous faisons auprès de ces jeunes et de ces femmes pour qu'eux aussi apprennent à partir de ces programmes-là pour pouvoir postuler à d'éventuelles offres de soutien des autres partenaires. Il s'agit tout simplement d'emmener les bénéficiaires à ouvrir un compte et à bénéficier à la hauteur de leur projet un montant qui pourra permettre de booster l'activité. Et justement, les villes de Korogo et Ferké ont été choisies comme communes pilotes et Karakoro comme commune observateur. Korogo a pu bénéficier de la mise en œuvre de 7 projets pour un coût global de 45 millions pratiquement. Et donc c'est des projets qui ont été mis en œuvre pour des jeunes, pour des coopératives. Pour le moment, le programme tire à sa fin sur ces zones pilotes. Mais les résultats, les acquis qui vont être observés vont être présentés aux autorités locales de la Côte d'Ivoire. Il appartient maintenant à nos institutions publiques et à nos autorités politiques de prendre en charge ces résultats-là. Des résultats à l'ensemble des communes. C'est le souhait du partenaire, la Fédération canadienne des municipalités, qui, aux côtés de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et Vicosi, contribue pour plus de 100 millions de francs CFA par an depuis 2018 à la mise en œuvre de ce programme de développement local. La maladie à coronavirus est une réalité et le gouvernement continue d'appeler au respect des gestes barrières. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 13 septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 13 septembre, 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 786 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 67 guéris et 0 décès. À la date du 13 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 013 cas confirmés, dont 18 112 personnes guéries, 120 décès et 781 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 142 248. Je vous le disais en titre, on en vient à présent à la signature de ce protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, un accord qui vise à atténuer les risques et les impacts des maladies animales transfrontalières, en particulier la fièvre afteuse. La signature s'est déroulée au ministère des Ressources animales et halieutiques. Le compte-rendu de Jean-Luc Mangbo. La fièvre afteuse, maladie hautement virale et contagieuse, touche aussi bien les bovins, les porcins, les ovins que les caprins. C'est pour contrer cette maladie qui a d'importantes répercussions économiques que la Côte d'Ivoire signe cet accord avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'agence onusienne veut aider la Côte d'Ivoire à en limiter les impacts. Comme vous savez, la production en Côte d'Ivoire en protéines animales est relativement déficitaire. Et donc ça va permettre un peu de sécuriser au moins le minimum de production et de sa mise à disposition sur le marché, d'assurer un contrôle de la mobilité animale pour une meilleure gestion des risques, la coordination transfrontalière et les réseaux régionaux de santé animale. La présence de la fièvre afteuse est confirmée sur le sol ivoirien depuis juin 2020. La maladie a été déclarée dans plusieurs villes du pays, et particulièrement les localités de Boisflé, Abidjan, Bassam,
San Pedro pour ce qui concerne les élevages porcins, occasionnant ainsi des pertes économiques considérables, évaluées à plus de 2 milliards de francs CFA pour la filière porcine et des perturbations dans l'approvisionnement du bétail sur le marché. Des événements sanitaires qui ont conduit à l'adoption d'une feuille de route avec un point d'orgue, cet appui de la FAO. Ce fonds servira à élaborer un plan d'évaluation de risque de la fièvre aphteuse au niveau national. Renforcer la capacité de détection rapide des services vétérinaires. Renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires. Mettre en place une surveillance à base communautaire de la fièvre aphteuse. Le projet de contrôle de la fièvre aphteuse en Afrique de l'Ouest est une initiative conjointe de la FAO et de l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. Il est doté d'un fonds estimé à 2,8 milliards de francs CFA. De la filière animale, on en vient maintenant à la filière agricole, producteurs, financiers, industriels, spéculateurs, experts et pouvoirs publics. Tous étaient réunis à Grand Bassam pour réfléchir sur le modèle de financement adapté à l'agriculture ivoirienne. Ces acteurs ont décidé de la mise en place d'une société anonyme multidirectionnelle avec comme principaux axes d'action la garantie, le refinancement, l'investissement et une microfinance, une initiative que le gouvernement s'engage à opérationnaliser dans les meilleurs délais. On ouvre à présent le chapitre politique de ce journal à 1 mois et demi de l'élection présidentielle. Le bureau politique du RHDP est en action pour la victoire du parti. Membre du bureau politique, Issa Fadiga a rencontré des leaders des associations de jeunesse qui se réunissent en agora. Le mot d'ordre est clair, il faut mobiliser le maximum de personnes pour la victoire d'Alassane Ouattara au premier tour. Astou Touré. Le bureau politique du RHDP en action pour la victoire du candidat Alassane Ouattara. Issa Fadiga, membre du bureau politique, a rencontré les jeunes de Treichville. Objectif, mobiliser les leaders des organisations de jeunesse pour la victoire du parti. Et en tant que fils de Treichville, il nous est paru important de prendre notre bâton de pèlerin et de faire le tour des grains de Treichville. Le message, il est le même chaque soir. Il est de mobiliser et de sensibiliser l'ensemble des grains, l'ensemble des populations de Treichville sur la candidature du président Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre avec les associations de jeunes, l'émissaire du bureau politique du RHDP est revenu sur les actions menées par le président de la République Alassane Ouattara. Nous avons indiqué à nos parents qu'il est responsable de la paix et de la stabilité qui a été retrouvée en Côte d'Ivoire depuis 2011, qu'il est responsable de la croissance économique que la Côte d'Ivoire a retrouvée, qu'il est responsable de tous les progrès et de tous les programmes sociaux qui ont été mis en place, ce qui montre véritablement une avancée notable depuis 2011. Au sortir de cette rencontre, les jeunes disent être prêts à accompagner le RHDP. Nous sommes vraiment contents d'avoir non seulement reçu le DG, mais de nous avoir aussi instruit sur certains points qui créent beaucoup de polémiques au sein de la population. Le bureau politique du RHDP entend mobiliser tous les leaders de jeunesse de Côte d'Ivoire pour une victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Ils sont également en ordre de bataille à plus de 10 000 km de chez nous pour la victoire d'Alassane Ouattara. À New York, les militants du RHDP sont sortis nombreux le 23 août dernier. Ils promettent une victoire éclatante du parti le 31 octobre prochain. Le commentaire est signé Issa Chonayeo. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, continue la mobilisation de ses militants à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Les militants du RHDP vivant aux États-Unis ont réaffirmé leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, qu'ils qualifient des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire nouvelle. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix, de stabilité, de fraternité et de progrès pour tous. Le président Alassane Ouattara constitue le choix de la raison et du bon sens. Que tu sois Guéré, Yacouba, Djoula, Bédé, Baoué, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le développement dans la continuité que vous voyez. Dans mon village, je sais ce que le président doit faire. Et dans mon département, je sais que le président doit faire. Je suis allé à Abidjan, j'ai vu comment la Côte d'Ivoire a été changée.
Je suis ado aujourd'hui, je suis ado demain. Je suis RHTP 100%. D'Abidjan, Paris, en passant par New York, le président de la République peut dormir tranquille. Il a accédé à notre requête pour être candidat. Le travail est dans notre camp maintenant. Nous allons le porter au sommet le 31 octobre. Un coup KO. Pour ces militants sortis nombreux à New York, le président Alassane Ouattara reste le meilleur candidat à même de continuer le bonheur tant espéré par les Ivoiriens. Ils sont donc la mobilisation pour la victoire finale du candidat du RHDP Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Une victoire synonyme de paix et de cohésion pour la Côte d'Ivoire, selon eux. Retour en Côte d'Ivoire et direction la capitale politique ivoirienne à 240 km d'Abidjan, à Yamoussoukro. Le président du PDCI RDA a été investi samedi candidat de son parti à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Devant ses militants, Henri Konabédié a décliné son programme de gouvernement et son projet de société. Un programme de gouvernement en 4 volets stratégiques et qui comprend 26 engagements. La correspondance de Léon Brou. Henri Konabédié, investi candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 par le doyen d'âge des vice-présidents du parti. Son projet de société qu'il s'engage à réaliser dès son élection, la réconciliation nationale. En recollant tous les morceaux décousus de notre tissu social, cette reconstruction doit être une œuvre collective menée par toutes les forces vives de la nation dans le cadre d'un dialogue politique et social inclusif. Ainsi, ce jour, j'invite toutes les formations politiques et les plateformes politiques qui le désirent à soutenir ma candidature à l'élection présidentielle. Pour évoquer son programme de gouvernement, le candidat du PDCI RDA annonce un plan à 4 volets pour 26 engagements, entre autres l'état de droit, la démocratie apaisée et participative. Henri Konabédié dit accorder une place de choix au développement économique et social. À la clé, un modèle économique qui assure l'équilibre entre recettes fiscales et dépenses publiques. Ici sont prévues des réformes structurelles d'appui au secteur privé et public, y compris les travailleurs et les retraités. Aussi envisage-t-il de révolutionner l'emploi jeune, l'autonomisation de la femme, l'agriculture. Objectif, hausse de la production et du pouvoir d'achat. Ces projets ciblés en faveur des populations démunies seront contenus dans les 15 masses de projets plurisectoriels à réaliser de 2020 à 2025 d'un montant de 46 000 milliards de francs CFA. C'est sur la base de la gestion efficiente des recettes fiscales prévisionnelles de 2020 à 2025 d'un montant de 35 000 milliards de francs CFA et la mobilisation de ressources additionnelles sur les marchés internationaux de capitaux que nous aurons la capacité de financer les 15 masses de projets comportant un total de 143 projets. Citoyenneté, civisme, éducation, formation, grands travaux, aménagement du territoire sont aussi au programme du candidat du PDCI RDA, Henri Konabédié, dont l'investiture a mobilisé société civile, partis et plateformes politiques alliées au PDCI RDA. Je vous le disais tantôt, l'investiture du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 a été marquée par le discours-programme d'Henri Konabédié, discours auquel ont réagi des militants et sympathisants du PDCI RDA. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de Léon Brou. C'est une réaction de fierté. Fierté d'être militant, fierté aussi d'être un acteur politique aux côtés du président, pour l'aider à expliquer ce programme de société, à convaincre les Ivoiriens d'adhérer donc à son programme et d'aller à une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Cette mobilisation est composée en grande majorité de jeunes. Ça veut dire que la jeunesse
a adopté la candidature du président Henri Konan Bédié. Et en plus de cela, le discours, programme qu'il vient de faire, je m'en réjouis énormément. Et je voudrais lancer ici un appel aux jeunes et aux femmes, leur demander de se mobiliser véritablement pour que ce que nous venons de faire se concrétise dans les urnes. Le président a insisté sur la paix des Ivoiriens, la réconciliation. Le président Houphouët-Boigny lui a confié le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Donc il est dans l'obligation d'unir les Ivoiriens. Et pour les unir, il lui faut une tribune. Et c'est cette tribune-là que le peuple de Côte d'Ivoire veut lui confier. Le président Henri Konan Bédié, nous sommes allés lui demander pour qu'il soit candidat. Et il a accepté. Donc je lance un appel à tous nos militants du PDCI RDA. C'est le moment ou jamais d'être dans les hameaux, dans les villages. Autre chose à présent, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire multiplie les prières et les actions pour un bon déroulement de l'élection présidentielle. Elle va initier une caravane pour la paix, une caravane qui va sillonner tout le pays afin d'apaiser les cœurs. L'information a été donnée la semaine dernière par des dignitaires de l'Église. On en sait un peu plus avec Issa Chonayo. Côte d'Ivoire, reçois ma paix. C'est l'intitulé de la caravane pour la paix initiée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. À travers ce projet, les fidèles chrétiens de cette église comptent, par le biais de plusieurs activités, sensibiliser les populations à la cohésion et au dialogue avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. Cette paix, nous en avons besoin à tous les niveaux, dans nos vies de tous les jours. Et nous devons la communiquer à tous. C'est pourquoi il nous faut être ensemble pour véhiculer cette paix. Et ça fera du bien à tout le peuple. Cette caravane que nous sommes en train d'organiser a pour but de communiquer, de véhiculer la paix. Cette caravane, au dit des responsables de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, devrait se tenir au mois de mars dernier. Mais du fait de la pandémie du coronavirus, elle n'a pu se faire. Aujourd'hui, les guides religieux de cette église sont déterminés à jouer leur partition dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Faisons à présent le tour de l'actualité qui a marqué la semaine qui se referme et on démarre avec la Guinée, notamment avec la candidature à la prochaine élection présidentielle de l'opposant principal Cellou Dalein Diallo. C'est le 7/7, c'est une sélection de Konaté Moussa commentée par Franck Kouadio. Lundi, Cellou Dalein Diallo, opposant principal en Guinée, a déposé son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Une décision controversée qui a occasionné une scission au sein de la coalition opposée au troisième mandat du président Alpha Condé. Au moins 65 morts et plus de 300 000 sinistrés suite aux récentes inondations au Niger. C'est le bilan fait mardi par les autorités nigériennes qui ont précisé que plusieurs quartiers de Niamey sont toujours engloutis par les eaux. Le convoi du premier vice-président afghan Amroullah Saleh a été visé par une attaque à la bombe dans le centre de Kaboul mercredi, ont déclaré des responsables du gouvernement. Selon un collaborateur du vice-président, un kamikaze s'est fait exploser près du convoi. Le bilan faisait état de 2 morts et 12 blessés. Des incendies d'une ampleur historique continuaient de ravager jeudi la côte ouest des États-Unis, où ils ont causé la mort d'au moins 16 personnes, dont un nourrisson, et détruit des centaines d'habitations, forçant des milliers d'habitants à fuir les flammes. À peine divorcé de l'Union européenne, le Royaume-Uni se cherche à de nouveaux partenaires. Le gouvernement a arraché vendredi auprès du Japon son premier accord commercial majeur depuis le Brexit à l'issue d'une semaine d'intenses frictions avec l'Union européenne. La charte de transition au Mali a été présentée samedi à l'issue de 3 jours de discussion.
La durée de la transition est à 18 mois et charge à un comité formé par la junte de désigner un président civil ou militaire pour diriger cette transition. Les Russes se sont rendus aux urnes dimanche pour des élections régionales en pleine affaire d'empoisonnement de l'opposant numéro 1, Alexeï Navalny. Dans 41 régions, les électeurs sont appelés à élire leurs gouverneurs, assemblées régionales ou municipales, ainsi que 4 députés du Parlement national. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et restez sur RDI 1. Régis Kofi vous retrouve à 6h30 pour une nouvelle session d'information et à 13h, Juliette Ouéa sera en votre compagnie pour l'édition de la mi-journée. Bonsoir.